Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, nouvel épisode dans lequel on va parler d'un nouveau nutriment. Et cette fois-ci, dans cet épisode, je vais te parler de la vitamine B3, c'est-à-dire la niacine. Et comme d'habitude, pour les nutriments, je fais deux épisodes de podcast, c'est-à-dire un premier épisode où on parle plus de la théorie des fonctions de ce nutriment. Et ensuite, je te parlerai dans le deuxième épisode qui sortira semaine prochaine, plutôt de comment avoir suffisamment de niacine, même si tu vas voir que pour ce nutriment, c'est pas très problématique au final. Enfin, c'est pas un nutriment en tout cas qui est assez challengeant à avoir en de bonnes quantités de nos jours, mais je pense que c'est quand même intéressant que tu en saches un petit peu plus de comment ça se passe au final. Déjà, dans ce premier épisode, comme je l'ai dit, on va parler des fonctions. La niacine, qu'est-ce que c'est? C'est aussi ce qu'on appelle la vitamine B3. Certains et certaines l'appellent aussi la vitamine PP, donc 2P majuscule. Voilà, elle a plusieurs noms globalement, mais en tout cas, la vitamine B3, c'est une vitamine où la déficience est extrêmement rare dans les pays développés, mais par contre, dans les pays en voie de développement, ça l'est un petit peu plus fréquent. Enfin, c'est beaucoup plus fréquent notamment. Et ce qu'on appelle déjà la déficience en vitamine B3, eh bien, c'est ce qu'on appelle la pélagre. Donc la pélagre, concrètement, c'est on commence en fait à avoir des symptômes de pélagre quand on ne mange pas d'aliments riches en niacine et qu'on a une alimentation très très pauvre en niacine durant au moins 40 à 50 jours. Donc on peut estimer qu'il faut environ 2 mois avec une alimentation très pauvre en vitamine B3 pour commencer à avoir vraiment des symptômes de pélagre. Ou alors, donc, soit une alimentation très pauvre en niacine, ou alors une alimentation très très riche en maïs, puisque le maïs, justement, c'est un petit peu problématique au niveau de la vitamine B3, notamment au niveau de la teneur en vitamine B3, même si c'est considéré comme une céréale. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus au niveau des sources alimentaires dans l'épisode numéro 2. Déjà, la niacine, à quoi ça sert comme nutriment? Eh bien, en fait, la niacine, il faut savoir que donc déjà, il existe deux formes principales de niacine dans l'alimentation. Il y a la nicotinamide et il y a l'acide nicotinique. Alors, la nicotinamide, c'est une forme qu'on trouve surtout dans les produits d'origine animale, comme par exemple le lait, également la viande, etc. Par contre, l'acide nicotinique, c'est plutôt ce qu'on trouve dans les produits végétaux, donc plutôt les produits non animaux au final. Et donc l'absorption, j'en parlerai dans l'épisode numéro 2, mais l'absorption est quand même similaire pour les deux, même si j'en parlerai un petit peu plus dans le prochain épisode. En tout cas, ces deux formes-là, en fait, ce sont des précurseurs du NAD+, également du NADH et du NADP+, et du NADPH. Et en fait, ces différentes molécules agissent comme cofacteurs dans de nombreuses réactions. Et il faut d'ailleurs savoir que la vitamine B3, eh bien, avec son fort lien avec le NAD+, et les autres molécules en cofacteurs, eh bien, c'est la vitamine qui permet, enfin, qui agit sur le plus de réactions dans le corps parmi toutes les vitamines au final. Parce qu'en fait, je vais t'en parler un petit peu plus de chacun, mais NAD+, et les autres molécules que j'ai citées, eh bien, sont des molécules qui agissent vraiment dans plein de réactions métaboliques, que ce soit des réactions plutôt cataboliques, que ce soit des réactions plutôt anaboliques. Bref, il y a énormément de réactions qui vont intervenir et qui ont besoin en fait de ces molécules-là. Et justement, eh bien, on peut commencer avec le NAD. Donc le NAD+, c'est vraiment on va dire la molécule principale qui est d'abord créée avec la niacine et qui, on va dire, assiste le plus des réactions en tant que cofacteur. Le NAD+, globalement, ça assiste beaucoup de réactions de catabolisme, c'est-à-dire le fait de dégrader des molécules plutôt. Donc par exemple, si tu manges un aliment et que tu consommes du sucre, donc du glucose, eh bien en fait, il va y avoir des réactions cataboliques pour justement transformer ce glucose en ATP, par exemple. Et en fait, ça, eh bien l'idée, c'est qu'on détruit une grande molécule en plus petites molécules, et tout ce qui fait ce genre de choses, eh bien, c'est ce qu'on appelle des réactions catabolique, à la différence de anabolique où là, cette fois-ci, on prend des petites molécules, on les assemble et on crée des grandes molécules. Globalement, c'est ça. Le NAD+, c'est plutôt des réactions cataboliques et effectivement, le NAD+, agit en tant que cofacteur dans plusieurs réactions dans le corps, comme par exemple la glycolyse, également la bêta-oxydation. Donc ça, c'est vraiment lié au métabolisme des macronutriments. Donc bêta-oxydation, eh bien, c'est l'utilisation des lipides pour justement en faire de l'énergie. Glycolyse, c'est utilisation
des glucides pour en faire de l'énergie. Il y a également le cycle de Krebs où ça agit, également le cycle de Cori. Tout ça, le NAD+ va agir dedans et en plus de ça, le NAD+ a aussi un rôle dans le métabolisme de l'éthanol dans le foie, qui est aussi une réaction catabolique au final. Mais ce n'est pas tout puisque le NAD+, pardon, va aussi agir au niveau des gènes, donc au niveau de la réparation des gènes, et aussi en tant que modulateur au niveau du métabolisme du calcium en impactant en fait certaines activités de certaines molécules qui vont justement permettre au calcium d'être plus mobile dans son métabolisme, c'est-à-dire de permettre tout simplement au calcium de bien circuler dans ton corps. Ça, c'est le NAD+. Le NADP+, en fait, lui va surtout agir dans d'autres réactions métaboliques, mais plutôt en tant que donneur d'électrons. Donc, par exemple, dans la mitochondrie, c'est-à-dire que là, j'ai parlé de glycolyse avec le NAD+. Donc, si tu es familier avec la biochimie, tu vois de quoi je parle. Mais en fait, le NADP+, lui, n'agit pas dans la glycolyse directement, mais plutôt agit au niveau de la mitochondrie, donc des petites usines qui produisent de l'énergie dans nos cellules, justement. C'est concrètement ça, des mitochondries. Et en fait, les mitochondries permettent de produire énormément d'énergie lorsqu'on peut apporter aussi de l'oxygène à notre corps. C'est-à-dire que si par exemple tu fais un effort très intense où tu vas consommer plus d'oxygène, enfin tu vas consommer plus d'oxygène dans ton corps que tu peux en apporter avec l'air, etc., parce que tu cours extrêmement vite et autres, et bien là, en fait, tu es en métabolisme anabolique et donc tu n'apportes pas vraiment d'oxygène à ton corps. Du moins, tu en apportes suffisamment pour maintenir l'effort, mais ton corps ne peut pas se permettre d'utiliser de l'oxygène en plus pour faire des réactions. Et du coup, dans ce cas-ci, la mitochondrie, on va dire, ne va pas fonctionner, ne va pas te donner plus d'énergie. Mais dans le cas d'anaérobie, donc enfin d'aérobie, pardon. Donc par exemple, quand quelqu'un fait un marathon, des choses comme ça, on est en aérobie. Eh bien, en aérobie, la mitochondrie va fonctionner et justement, le NADP+ va permettre à ces réactions dans la mitochondrie de produire encore plus d'énergie en tant que cofacteur. Ça, c'était pour les plus, on va dire, les deux molécules plus. Et sinon, pour le NADPH et le NADH, eh bien, c'est plutôt des molécules anaboliques cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire que, euh, en fait, si tu veux, le NAD+ et le NADH, au final, la seule différence, c'est qu'il y a un proton en plus, donc qui est la lettre H à la fin. Et en fait, par exemple, quand tu utilises le NAD+ pour une réaction en tant que cofacteur, généralement, il y a un proton qui va s'y associer et du coup, ça va devenir un NADH. Donc en fait, ce sont des molécules qui fonctionnent par paire et qui changent très très souvent, on va dire, de forme, avec ou sans un proton, pour justement agir sur une certaine réaction métabolique. Et quand il y a un proton, généralement, c'est plutôt pour les réactions anaboliques, puisque là, quand il y aura utilisation de ces molécules-là, eh bien, le proton sera utilisé pour, par exemple, produire une molécule ou des choses comme ça. Ça dépend évidemment de quoi on parle, enfin, de quelle réaction. Mais globalement, par exemple, pour le pentose, enfin, le phosphate pentose pathway, donc là, je le dis en anglais parce que je ne sais plus comment on le dit en français, mais c'est un exemple de réaction plutôt anabolique où le NADH va avoir cette fois-ci vraiment une action de production de molécules et pas de dégradation de molécules. Également, pas mal de rôles de ces molécules-là avec le proton à la fin sur le système immunitaire. Donc voilà, donc globalement, si on devait synthétiser à quoi sert la vitamine C, en fait, la vitamine C en tant que cofacteur, ça agit énormément sur le métabolisme énergétique. Donc ça, c'est vraiment la principale fonction de la vitamine C, enfin de la vitamine B3, pardon. Et ensuite, il y a aussi des rôles sur la réparation de l'ADN et également sur le système immunitaire. Mais ça, après, ce sont des rôles qui sont un petit peu plus communs chez d'autres vitamines aussi. Mais globalement, la vitamine B3, comme la vitamine B2 et la vitamine B1, eh bien, ce sont des vitamines qui jouent un énorme rôle dans le métabolisme énergétique. Donc, globalement, il faut comprendre que en fait, la répartition justement de ces NAD+, NADH, etc., en fait, elle n'est pas similaire dans toutes les cellules. C'est-à-dire que, par exemple, les cellules du cœur et les cellules musculaires, eh bien, souvent, ont plus de NAD+ ou de NADH
dans les mitochondries, parce que c'est là où il va vraiment y avoir en fait les réactions métaboliques, où il va y avoir une grosse production d'énergie et donc on va beaucoup avoir besoin de ces molécules-là. Mais par exemple, dans les hépatocytes, donc dans les molécules, enfin dans les cellules, pardon, du foie, eh bien le NAD+, par exemple, sera énormément présent dans le cytosol et non pas dans la mitochondrie, puisque en fait dans le foie, c'est là où il y a le métabolisme de l'éthanol, donc de l'alcool, et c'est là aussi où il y a par exemple beaucoup de glycolyse, et donc ça paraît assez logique au final qu'il y ait plus de NAD+ dans cette partie de la cellule, dans le foie, plutôt que dans les muscles, où elle est plutôt située dans les mitochondries. Donc ça, c'est juste pour t'expliquer en fait que le corps est très très bien fait et que chaque chose a son rôle et n'est pas fait par hasard. Finalement, ce que je voulais aussi terminer, c'est quand j'ai parlé de la pélagre avant, eh bien, j'ai oublié aussi de parler des différents facteurs qui peuvent permettre de diagnostiquer une pélagre. Alors, évidemment, il y a des facteurs biologiques qu'on peut mesurer. Donc, par exemple, il y a la concentration déjà de NAD+ et de NADP+ dans les cellules, pour savoir en fait s'il y en a suffisamment ou pas, s'il y a une bonne activité métabolique dans les cellules, notamment avec ces molécules-là. Ensuite, il y a également le ratio NAD+, NADP+, parce qu'en fait, si le ratio est très très perturbé, normalement, il doit y avoir plus de NAD+, pour la simple et bonne raison que environ 10% de la quantité de NAD+ est convertie en NADP+, donc est phosphorylée en gros. Donc voilà, donc il y a aussi ce ratio-là à prendre en compte. Et enfin, il y a aussi l'excrétion dans les urines. C'est-à-dire que plus il y a de NAD+, etc., qui sont excrètes, et plus c'est mauvais signe au niveau de la déficience. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Globalement, j'ai expliqué un petit peu toutes les fonctions qu'avait la vitamine B3. Tu vois qu'il y en a quand même pas mal. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu et t'aura appris des choses. Encore une fois, j'espère que je n'ai pas été trop abstrait dans certains points. J'ai essayé quand même de rendre ça un petit peu plus, parce que vu qu'il y a plein de réactions, etc., des fois c'est compliqué, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas si j'utilise les bons termes pour que ce soit quand même compréhensible, même si on n'est pas dans le domaine de la biochimie et autres. Mais voilà, en tout cas, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Également, n'hésite pas, si tu veux éviter les carences alimentaires, de télécharger mon guide en cliquant dans le premier lien dans la description de l'épisode. Un guide gratuit sur comment ne pas avoir de carences alimentaires. N'hésite pas à aller voir, c'est une dizaine de pages qui vont t'expliquer globalement comment mettre ça en place dans ton alimentation. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.